Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors cette semaine, j'ai eu beaucoup de sueur. Alors franchement, je dois vous le dire, j'en ai chié. J'ai une angine doublée d'un rhume et d'une conjonctivite qu'on ne le voit plus là parce que je mets des gouttes depuis avant-hier. Mais j'ai eu beaucoup de sueur, des sueurs froides, des sueurs chaudes, tout ce que vous voulez. Mais ça n'a rien à voir avec le Bitcoin, contrairement à ce que dans les commentaires j'ai pu lire, il y avait un... Bref, vous voyez, ça s'affiche. J'ai pas eu de sueur froide par rapport au Bitcoin et je vais vous expliquer comment vous aussi vous pouvez éviter d'avoir des sueurs froides sur le Bitcoin. On va parler vraiment de points d'entrée en hebdomadaire pour surfer les gros cycles dans cette vidéo, les gros cycles sur le Bitcoin. Donc on va passer du temps. Il va y avoir pratiquement plus de la moitié de cette vidéo où je vais vous enseigner à saisir les opportunités sur le Bitcoin, puisque on est tous là pour ça. Enfin, tous ceux qui regardent ces vidéos du samedi, c'est pour apprendre à spéculer et pouvoir surfer les plus belles tendances sur les meilleurs actifs du moment. Donc je vais vraiment prendre le temps. Là, dans cette vidéo, je vais le faire une fois. Donc je sais pas moi, mettez cette vidéo dans les favoris, envoyez-la à toute votre famille, mais en tout cas, voilà, tout va être dit dans le début de cette vidéo. Comment est-ce qu'on entre en position? Quel money management? Qu'est-ce que c'est qu'une entrée où on met quelques billes et une entrée où on y va vraiment avec son paquet de billes? Est-ce que je me suis fait sortir de ma position ou pas? Oui ou non? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je vais vous mettre plein de cas pratiques sur le Bitcoin qui datent d'autres années. On va faire le parallèle avec ce qui est en train de se passer actuellement à ce moment-là. Et pourquoi? Eh ben, vous devez ou non paniquer. Donc, gros cours sur le Bitcoin cette semaine. Ensuite, bien sûr, en deuxième partie de vidéo, on attaque eh bien, des généralités sur la spéculation, c'est-à-dire comment gérer un vrai portefeuille avec plein d'actifs, c'est-à-dire des actions, en faisant le point sur les indices boursiers. Je vais vous présenter trois swing trades, dont 2 swing trading daily qui sont assez sympathiques. Donc c'est parti pour cette vidéo. Avant ça, j'ai failli oublier cette petite partie de la vidéo sur le mindset de trader. Donc je vais vous relater une arnaque que j'ai vécue cette semaine. Alors vous allez voir, c'est pas joli. Ils auraient pu me tondre littéralement. Après, quand on part du principe qu'il n'y a pas de repas gratuit dans la vie, qu'il faut travailler pour arriver à un résultat, eh bien, quand on tombe dans ce genre d'arnaque, même si on est à 2 doigts de se laisser avoir, à partir du moment où c'est trop facile, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc, c'est parti. Je vous fais la petite lecture du mail que j'ai envoyé à ma communauté de traders. Donc, en 2011-2012, un nouveau phénomène déferle comme la peste sur l'univers boursier. L'apparition d'une multitude de courtiers véreux sur les options binaires et le forex. À cette époque, j'ai dû me faire délibérément piéger en ouvrant un compte chez un escroc en options binaires pour en témoigner auprès de ma communauté. Donc je me suis vraiment sacrifié pour vous en 2011-2012. Eh bien, cette semaine, c'était il y a 3-4 jours, j'étais en voiture avec 2 potes, on allait acheter des grillades. Je reçois un coup de téléphone. Et je vais vous raconter comment il s'est déroulé ce coup de téléphone. Ça s'est fait en 2 étapes. J'ai dû me garer. Je me suis garé. Il y avait mes 2 potes à côté. Je leur commentais tout ce qui se passait. C'était juste incroyable. C'était surréaliste. Donc première étape, l'escroc, il va tenter de garder l'attention, donc votre attention, avec un premier appât. Donc je vais vous lire ce qui s'est passé. En fait, je vais vous lire la conversation, le dialogue. C'est même pas un dialogue, c'est le monologue que cette personne m'a fait. Donc c'est vraiment très bien structuré. Monsieur Cédric Froment, je représente la société FX blablabla. Je suis en charge du remboursement des dépôts dormants sur les comptes qui ont plus de 2 ans d'inactivité. Alors là, je me suis dit, ok, ça c'est un truc sérieux, les dépôts dormants, 2 ans d'inactivité, allez, on va voir ce qu'il a à me dire. Nous, donc, Monsieur Froment, nous avons une certaine somme vous appartenant. Alors là, je me dis, c'est quand même bizarre. En général, je suis plutôt très rigoureux par rapport à tout ça. Donc, il me dit, elle était sur un de vos comptes dormants, donc un compte d'investissement qui était dormant et qui a été fermé à cause des 2 années d'inactivité. Vous souvenez-vous de ce compte et des sommes investies? Je lui dis, bah non, je me souviens pas de ce compte, encore moins des sommes investies, et je vais encore moins te parler des sommes que j'ai investies sur les marchés financiers. Donc il essayait de tâter le terrain là-dessus. Donc je réponds non. Il me dit donc la somme exacte, elle est de 1223,78 €. Donc un truc super précis, un truc, on imagine, ça sort de son logiciel de comptabilité, etc. Donc étape numéro 2.
Donc il va falloir que j'adhère à son histoire en faisant des micro-engagements. C'est-à-dire qu'il va me poser des questions et que je dise oui, 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 que je m'engage dans l'histoire. Et pour cela, il va me placer aussi un deuxième appât. Donc voilà ce qui s'est passé. Pouvez-vous nous confirmer que vous vivez toujours bien à mon adresse de l'époque pour que notre société puisse lancer la procédure de remboursement? Moi, je lui réponds que non, je suis à l'île Maurice, etc. Donc il me dit, ah bah il nous faut votre nouvelle adresse. Donc je m'engage, je lui donne ma nouvelle adresse. Alors ensuite il me dit, du coup pour le remboursement, voici comment cela marche. Alors petit aparté, il avait mon ancienne adresse parce qu'il avait bien sûr récupéré toutes les informations de 2011-2012. Mon adresse, ma carte bancaire, etc., etc. Donc du coup pour le remboursement, voici comment cela va marcher. Soit nous vous envoyons les fonds vers votre courtier véreux, le fameux courtier à option binaire arnaque, mais la démarche va prendre plusieurs mois pour que nous le retrouvions. Effectivement, le courtier véreux, il s'est barré avec la caisse dans le désert de Gobi, ils vont pas le retrouver, donc ça va prendre même des années ou des décennies. Ou sinon, il me dit, vous avez la possibilité de récupérer cet argent sur votre carte de crédit, se terminant par, et donc là il me sort le numéro de ma carte de crédit de 2011-2012. Et il me dit, le problème c'est qu'elle est expirée. Je dis, ok, elle est expirée, donc il faut que je donne le code de ma nouvelle carte, c'est ce que je me dis en tête. Et il me dit, oui, il me faut une nouvelle carte à votre nom, comme ça on pourra vous faire le virement dessus. Seul souci, c'est que la procédure va prendre entre 30 et 40 jours. Et là, il insiste vraiment là-dessus. Moi, je comprends pas pourquoi il insiste là-dessus. Enfin, j'ai ma petite idée, mais vous allez voir. Donc, il me dit, attention, entre maintenant et le moment de votre remboursement, donc dans 30-40 jours, nos traders peuvent faire fluctuer cet argent avec certainement plus 400 ou 500 euros à la clé. Et ça, c'est le deuxième appât. Et il me dit, alors là, je ne sais pas si vous vous imaginez le truc bizarre. Donc c'est une société de récupération de fonds de dépôt dormants qui d'un coup se transforme en un hedge fund. Les mecs, ils ont des traders, ils vous font du 50%, 40% en 30 jours. Alors là, vous vous dites, ok, alors le mec là, deux appâts, une somme qu'il me doit. Ensuite, il me dit qu'il a des traders et qu'il peut me faire du 30-40% en 30 jours. Et il me dit maintenant, que choisissez-vous? Je lui dis la carte bancaire, pardi, je vais pas, on va pas attendre que vous retrouviez l'escroc là dans le désert de Gobi, dont vous êtes vous-même la société qui m'avait escroqué il y a quelques années de ça. Il me dit donc excellent choix, je vous passe mon collègue du département des finances pour lancer la procédure. Donc des termes ultra pompeux qui cachent toute la misère du monde derrière. Donc, vous devez nous fournir le numéro de votre carte bancaire pour que nous puissions effectuer le remboursement. Donc là, j'ai raccroché, je me suis dit, ok, j'ai tout compris. Mais c'était très intéressant de suivre en fait le processus d'arnaque, puisqu'ils ont vraiment un processus d'arnaque qui est très réfléchi. Et je vais vous expliquer ça un petit peu plus, de manière un petit peu plus propre. Donc, bilan de cette arnaque. Je me suis arrêté là, mais lorsque la personne m'a parlé de ces traders qui allaient probablement me faire du 30% en 30 jours, alors que nous sommes dans une société qui s'annonce être de gestion des dépôts dormants, ça sentait le roussi. Leur objectif est tout simplement d'attirer votre attention avec un premier appât, de l'argent imaginaire que vous auriez oublié de récupérer. Deuxième appât, des traders qui sont capables de multiplier cette somme. Et nous avons 30 jours pour croire à un plus grand rêve de richesse. C'est-à-dire que pendant 30 jours, les mecs ils vont vous appeler et ils vont vous dire voilà les traders là ils ont fait plus 100 euros, plus 200. Ils vont vraiment vous mettre la pression là-dessus. Troisième appât, finalement, vous n'allez pas récupérer votre argent imaginaire, mais vous allez investir à nouveau. C'est-à-dire que pendant 30 jours, eux, leur taf, ça va être de vous faire sortir l'argent de votre compte, de l'envoyer dans leur société de courtage, de placement, et qu'entre guillemets, ces traders s'occupent de faire fructifier cet argent. Et bien sûr, cet argent, vous ne le reverrez plus jamais. Il n'y a pas de trader derrière, cet argent il arrive directement sur leur compte et il se barre avec la caisse et vous ne récupérez jamais votre argent. Et vous voyez un petit peu comment il y a eu un retournement de cerveau. À la base, vous pensiez arriver pour recevoir de l'argent, à la fin c'est vous qui envoyez de l'argent et vous ne le retrouverez plus jamais. Donc, l'arnaque elle se finit là avec au passage quand même une petite arnaque à la carte bancaire. Pour ceux qui n'ont pas vu le truc passer, il y a aussi l'arnaque à la carte bancaire. Il faut retenir une chose, c'est qu'actuellement les courtiers véreux en crypto-monnaie ont exactement les mêmes pratiques. Donc vraiment choisissez bien vos courtiers en crypto-monnaie. Moi je suis chez Kraken en Europe, ça se passe
très bien, ils ont bonne réputation. Il n'y a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Et ensuite, sécuriser vos cryptos sur des clés. C'est vraiment le b.a.-ba quand on souhaite investir dans les cryptos. Ensuite, la deuxième chose, c'est que moi, mon rôle est tout d'abord de vous tenir en vie sur les marchés. C'est pas de vous faire gagner. La première chose, simplement de ne pas vous faire perdre de l'argent. Donc j'essaie de vous enseigner chaque semaine les meilleures techniques de spéculation, mais aussi le mindset qui va avec. Donc pour ceux qui veulent vraiment être sérieux, pour transformer l'activité de spéculation comme un pilier d'enrichissement, il faut savoir qu'il faut travailler. Il n'y a pas de repas gratuit sur cette planète. Les Américains appellent ça le fameux free lunch. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il faut développer des compétences, il faut travailler et ensuite il faut avoir de la rigueur pour continuer à faire travailler cette compétence au jour le jour. Ce que je vous enseigne d'ailleurs dans mon école en ligne qui ouvre au mois de septembre. Donc voilà, j'espère que cette histoire de mindset de trader que j'essaye de développer semaine après semaine depuis un mois, ça vous plaît. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est moi qui l'impose parce que je trouve que c'est tout aussi important que le bagage purement technique, c'est-à-dire l'étude des graphes. Il faut doubler ça d'une bonne vision des marchés. Et voilà, il n'y a pas de repas gratuit sur les marchés. Allez, on est parti pour la tant attendue analyse technique et psychologique du Bitcoin. Alors, je vais vous faire une vidéo un petit peu particulière. On va analyser un petit peu les cycles sur le Bitcoin, ou en tout cas où est-ce que l'on peut tenter des prises de position sur le Bitcoin, avec une première tentative où on commence à mettre des billes et une deuxième tentative où là on a véritablement un signal très pertinent pour mettre le reste de ses billes ou tout simplement mettre d'un coup tout son paquet de billes. Et vous allez comprendre pourquoi au cours des dernières semaines j'ai placé mes premières billes mais j'ai pas placé tout mon paquet de billes et que je vous expliquais pourquoi il fallait attendre ce deuxième signal si vous vouliez vraiment entrer, y aller avec la somme totale sur le Bitcoin. Donc pour cela, on va aller analyser un petit peu ce qui s'est passé en 2014, en 2015 et puis maintenant. Et ensuite, dans la deuxième partie de cette analyse sur le Bitcoin, je vais vous expliquer comment vous pouvez définir à l'avance le risque, le montant à investir sur le Bitcoin. C'est-à-dire que si vous avez un livret A de 10 000 €, vous n'allez pas mettre 10 000, enfin un livret A, parce que je sais que la plupart des gens qui débutent en spéculation prennent de l'argent de leur livret A et le mettent en bourse. Vous n'allez pas mettre 10 000 €, boum, sur un trade sur le Bitcoin. Vous allez adopter ce qu'on appelle un money management. Donc dans la deuxième partie, je vais vous expliquer comment calculer ce qu'on appelle un risque par trade. Donc ça, je vais vous faire une petite démonstration. Et enfin, dans la troisième partie de la vidéo sur le Bitcoin, je vais tout simplement vous expliquer si oui ou non mon stop il a sauté ou pas sur le Bitcoin. Donc on va commencer déjà par l'affichage de ce graphique du Bitcoin en dollars sur une échelle de temps hebdomadaire à long terme. Donc ça nous permet de voir depuis 2013 ce qui s'est passé sur le Bitcoin et j'ai affiché ça en logarithmique. Ça vous permet de voir vraiment les hausses du Bitcoin parce que j'avais lu dans les commentaires YouTube que le Bitcoin était dans un marché baissier. Non, le Bitcoin n'est pas du tout dans un marché baissier, vous pouvez le constater. Le Bitcoin ne fait que monter. Il est dans un énorme marché haussier. La vue logarithmique nous permet de voir vraiment la cadence de cette hausse à long terme. On n'est certainement pas dans un marché baissier sur le Bitcoin. Simplement, le Bitcoin a besoin de respirer. C'est normal. Tout cycle, tout actif financier a des cycles de hausse et de baisse et ces moments de respiration peuvent être plus ou moins importants. Donc là, on est dans un gros mouvement de respiration. On en a eu aussi un en 2014 qui finalement n'a pas repris et allait un peu plus bas ici en 2015 et a fini par reprendre. Donc on va voir ça en détail. Allez, c'est parti. Donc, on revient en 2014. En 2014, on a ce qu'on appelle une première correction de marché. On en a eu une ici aussi en 2013. Vous voyez qu'à chaque fois, le point commun de ces consolidations, c'est que de ces moments où le Bitcoin respire, c'est qu'on a un niveau de support qui se crée. Et suite à ce niveau de support, on a ce qu'on appelle un point d'inflexion qui se met en place. Donc, ici, on avait clairement un point d'inflexion. Pourquoi? Parce que les cours resserrent leur fluctuation, stabilisent sur le pivot et ensuite viennent casser à la hausse. Alors là, dans ce cas de figure, le premier point d'inflexion était ici. Donc 1. Et la validation du point d'inflexion était ici. 2. Ça veut dire que 1, on lance un premier signal
quand on casse le premier point d'inflexion. Et 2, on valide la reprise de la tendance quand, eh bien là, on a la première base dans la tendance qui est cassée à la hausse. Donc c'était le cas ici, elle était cassée ici à la hausse. Vous voyez, là, on valide le point d'inflexion et là, on valide en deuxième place la reprise de la tendance. Et c'est toujours comme ça que ça marche. Là, on a la correction. Ici, on a un premier point d'inflexion. Boum, on valide et bien tout simplement la stabilisation et comme quoi on a un support qui est bien validé, donc il faut que les cours stabilisent autour de cet endroit et qu'on casse par le haut. Et ensuite, si on veut prendre position, il faut tout simplement que sur le deuxième point d'inflexion, vous le voyez là, on a un petit pivot qui est en train de bien se marquer ici, et bien il faut qu'on le casse à la hausse. Là, on attend le deuxième point, la deuxième cassure. Pour mettre tout son paquet de billes, on peut mettre des premières billes ici, mais là où ça va vraiment se passer, c'est au niveau 2. Là, c'est pareil, hein, ce que je vous ai montré juste avant. En 1, on peut commencer à mettre des billes ici, mais là où on va vraiment rentrer sur le Bitcoin, c'est là, c'est en 2, c'est ici que ça se passe. Et bien là, en 2014, ce qu'on avait eu, on attendait notre véritable signal d'une hausse, et qu'est-ce qui s'est passé? On ne l'a pas eu, et c'est parti vers le sud. Ensuite, on a retrouvé un nouveau niveau de support ici sur ces niveaux-là. Vous voyez que les fluctuations, là, la baisse du marché a commencé à s'interrompre. Ensuite, on a eu là, ici, un point d'inflexion. Vous voyez que le point d'inflexion, il a toujours les mêmes caractéristiques. C'est que les cours commencent à se stabiliser, ils font des fluctuations de moins en moins importantes. Et on a un beau pivot qui est mis en place. Et ensuite, on a la cassure de ce pivot qui s'est faite donc ici. Première cassure de ce pivot. Ensuite, qu'est-ce qu'on attend, nous? On attend qu'on ait un deuxième point d'inflexion qui se mette en place et qui valide la tendance pour partir. Là, on n'a pas du tout eu ça. Là, on a juste eu le début, le premier signal, mais on n'a pas eu le deuxième. Le deuxième, rien du tout. Walou. Alors, je vous le mets. Hop. Est-ce qu'on a le deuxième? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, le Bitcoin est reparti tester le support. Il nous a fait ici un deuxième petit point d'inflexion. Donc, je vous l'ai mis ici en 1 bis. Vous voyez que là, on a eu le deuxième point d'inflexion, on a cassé. Donc là, on est en 1 bis. Donc là, on attend en 2 à nouveau notre signal. Donc là, on est en 2. Hop. 2. Et on attend notre signal pour le top des, pour la véritable prise de position, pour jouer le nouveau cycle de hausse. Donc là, on attend, peut-être ça va échouer, peut-être ça va pas échouer. En tout cas, c'est là où ça se joue. Et là, on attend tranquillement. Et là, boum, ça part. Et c'est là où on va prendre position. C'est là où on va mettre vraiment le gros paquet de billes. Alors, certes, oui, on peut entrer en position en 1. On peut entrer en position en 1 bis. Mais il faut savoir que ce n'est pas le top départ du marché aussi. Il nous faut un signal qui valide. Et c'est ce que je vous explique depuis un nombre incalculable de semaines, depuis que le marché est entré à la baisse au mois de décembre. Je vous explique ce qu'il faut attendre. Et bien là, je vous le réexplique avec du cas pratique. C'est ça. Et bien, devinez quoi? Actuellement, on est dans la même situation. On a là un point d'inflexion, ici, qui est parti à la hausse, vous le voyez. On attend maintenant la validation en 2 de ce point d'inflexion. Il faut que là, en 2, on casse par le haut. Alors, je vais vous mettre ça. Voilà. 2 avec un point d'interrogation, puisqu'on n'y est pas encore. Il faut qu'on casse par le haut. Et là, au vu de ce qui est en train de se passer, on est en train de revenir tester le support. Eh bien, ça se trouve, on aura quelque chose qui ressemblera à 1 bis. Ça se trouve, les cours vont nous refaire quelque chose autour du support, comme ceci. Cassé par le haut, donc là on aura un bis, et du coup notre signal en 2, il sera ici. Et là, vu qu'on est vraiment en train de revenir chercher le support, le 2, il y a très peu de chances pour qu'il vienne, il faudrait que ça remonte en direct comme ça d'un coup, et qu'on fasse quelque chose comme ça, et qu'on casse. Or là, il y a peu de chances pour que ça arrive, mais ça peut très bien arriver. Là, il y a plus de chances pour qu'on se retrouve avec un bis. Et vous savez comment on fait? Maintenant, pour prendre une position, on peut mettre ses premières billes sur le 1, mais là où il faut vraiment être attentif, c'est le 2. Si vous mettez vos premières billes sur le 1, le stop loss, où est-ce que vous allez le placer? Sachant que vous risquez un 1 bis, eh bien vous allez le placer sous le support. C'est-à-dire que là, si vous êtes entré ici en position, dans cette zone-là, dans cette zone de cassure, eh bien vous allez mettre votre stop sous le support. Donc là, typiquement, le support le plus bas ici, vous en avez un là.
vous en avez là. C'est une zone, un support. Hein. C'est tout ça. Hein. C'est une zone. Et vous voulez mettre vos stops sous le support. Donc le stop, vous allez le mettre légèrement, voilà, comme ceci. Alors je vais vous mettre ça en rouge. Hop là. Et je vais faire une extension. Non, dans l'autre sens. Voilà. Donc là, la réponse, vous la connaissez. Est-ce que je suis sorti du Bitcoin? Est-ce que je me suis fait sortir de ma transaction? Non, mon stop est placé en dessous le support. Tout comme sur tous les autres trades. Là, si vous entriez en position en 1 ici, avec vos premières billes, eh bien, votre stop ici, il sautait ici. Alors, vous n'allez pas mettre votre stop ici à une distance indécente, puisque le rapport entre le gain et la perte n'est pas intéressant. Vous allez prendre la véritable zone de support. Là, c'était un manque de liquidité, un excès. Donc là, vous allez simplement prendre la dernière, ici, le dernier creux. Vous mettez votre stop ici. Je vous le mets en rouge. Et là, si vous aviez mis vos premières billes ici, vous faisiez sortir de position ici. Et donc la perte, elle était de combien? Elle était de 40%. L'idée, c'est quoi? C'est pas de mettre 100% de son capital et perdre 40% de son capital. L'idée, c'est de mettre une fraction de son capital. Et on connaît exactement à l'avance, grâce à notre stop loss, combien on peut perdre. Si vous avez 10 000 euros, et que vous voulez risquer, par exemple, je ne sais pas moi, 200 euros sur vos premières billes, sur le point 1, eh bien, vous allez faire en sorte de mettre le capital défini à l'avance qui va vous permettre, si le niveau de stop, la ligne rouge est dépassée, de perdre 200 euros. Et pour cela, vous n'allez pas mettre vos 10 000 euros, vous allez mettre beaucoup moins que ça. Donc ça, je vais vous l'expliquer juste après comment on fait le petit calcul. Donc voilà, première chose, quand on a un premier signal en 1, on va pas mettre toutes ces billes, on va juste mettre quelques billes. C'est en 2 où là on peut y aller avec ce que l'on désire risquer et investir sur le marché. Là pareil, ici en 1, là si vous entriez ici, vous pouviez vous faire sortir en fonction de là où vous mettiez le stop, vous pouvez vous faire sortir donc juste ici. Ça fait partie du jeu, vous pouvez tester en 1 de mettre des billes. Ce que je vous explique, quand je dis vous mettez quelques billes, c'est que ça peut très bien partir et on a tout de suite notre point d'inflexion, notre deuxième entrée qui est la réelle entrée où vous pouvez vous faire sortir. C'est pour ça qu'il faut mettre juste quelques billes parce que l'incertitude est encore grande au niveau 1. C'est au niveau 2 que l'incertitude est très faible et c'est pour ça que c'est au niveau 2, à la deuxième consolidation, que là on peut y aller avec notre money management habituel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'espère que oui. Là, par exemple, un bis, là, lui, il marchait. Vous mettez vos premières billes ici et ensuite, là, le vrai trade, il se faisait ici. Eh bien, de la même manière, actuellement, on est pareil. Là, on est en 1. Si vous étiez rentré là, c'était juste un minimum, juste pour lancer une sonde, juste pour voir. Vous mettez un tout petit peu d'argent, vous voyez. Vous pouvez très bien vous faire sortir. Le stop, il est placé ici. Vous savez exactement combien à l'avance vous êtes prêt à perdre. Il faut que cette perte elle soit vraiment minimale par rapport au trade que habituellement au niveau 2, si vous entrez sur le Bitcoin au niveau 2, eh bien, il faut que le risque par trade il soit normal. Là, il ne faut pas que ce soit normal, il faut vraiment que ce soit faible. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris toute la logique autour de la spéculation. C'est pas quelque chose qui se fait à l'arrache comme ça. Il y a des news, il n'y a pas de news. Je le sens bien, je le sens pas bien. J'ai entendu dire que, j'ai pas entendu dire que dans un site il fallait acheter, il fallait revendre. Non, on lit le graphe, on utilise des points stratégiques d'entrée, on spécule à la hausse parce que les gains astronomiques sont à la hausse, tout simplement parce que le Bitcoin ne peut pas perdre plus de 100% de sa valeur, mais vous pouvez prendre 2000, 5000, 10 000, 15 000% sur votre investissement. Donc voilà, on a un énorme edge à la hausse, donc on ne prend que des paris haussiers sur des grosses vagues. On va éviter de faire n'importe quoi en spéculant, en faisant 10 trades par jour ou 10 trades par semaine. Non, on prend un trade une fois de temps en temps avec un risque par trade qui est bien défini à l'avance et ensuite on essaye de surfer la prochaine grande vague du Bitcoin qui, si elle se met en place, va être une vague qui risque d'être très puissante. La dernière vague à partir du pivot 1 bis, elle a fait 7-8 000%. Donc vous voyez que perdre quelques euros pour en gagner des centaines, ça vaut vraiment le coup.
Ensuite, deuxième chose, comment est-ce qu'on calcule, comment est-ce qu'on définit le montant qu'on va investir sur le Bitcoin? Alors, j'ai des potes qui sont à la maison et qui me disaient, ah mais moi je croyais que pour acheter un Bitcoin, il fallait avoir, par exemple là il cote autour de 5500 $, il fallait avoir 5500 $. Non, bien sûr que non, vous pouvez acheter des parcelles de Bitcoin. Si vous avez 10 euros, vous pouvez acheter avec 10 euros de Bitcoin. Vous n'allez pas avoir un Bitcoin complet, mais une parcelle du Bitcoin. Et c'est grâce à ça que vous pouvez faire en principe des transactions de la vie courante avec du Bitcoin. Acheter un timbre, acheter une baguette de pain, etc. Donc, comment est-ce qu'on calcule son risque par trade? Eh bien, tout simplement, on va prendre le pourcentage entre son niveau d'entrée de prise de position. Donc, par exemple, on va dire ici autour de 7500. Le niveau de stop. Alors, hop là. Le niveau de stop qui se trouve ici autour des 5500. Donc là, on voit qu'il y a, allez, à la louche, on va dire, il y a 30%. Il y a 30% de baisse. Donc, si vous entrez là, et que vous vous faites stopper, ça veut dire que ce que vous allez mettre sur le marché va baisser de 30%. Donc si vous avez 10 000 euros pour investir de manière générale, vous n'allez pas mettre vos 10 000 euros d'un coup ici. Sinon, si vous faites sortir, vous allez perdre 3 000 euros. Ce que vous allez vous dire, c'est voilà, j'ai 10 000 euros, je suis prêt à risquer par exemple 2% de mes 10 000 euros, 2% de mon capital sur ce trade-là. Donc 2% de 10 000 euros, c'est un trade qui est déjà assez agressif. Hein. Ça représente 200 euros de vos 10 000 euros. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre petite calculette. Vous allez faire 200 divisé par 30%. Alors, oups, par 30%. Donc 200 divisé par 30%. Et ça, et donc on va faire ensuite x 100. Et ça vous donne la somme à investir, 666 euros. C'est-à-dire que là, en mettant 666 euros, si ça baisse et que ça va jusque-là et que vous faites sortir, eh bien, vous aurez tout simplement perdu vos 200 euros. Donc, vous vous retrouverez avec 466 euros à la sortie de ce trade et non 666. Vous avez mis 666, vous vous retrouvez avec 466, vous avez perdu 200 euros. Voilà, le risque est connu à l'avance. C'est comme ça qu'on calcule. C'est exactement comme ça qu'il faut trader. C'est pas en mettant des sommes arbitraires. On connaît exactement à l'avance combien on est prêt à parier et en fonction de la situation, on va pouvoir parier plus ou moins. Là, vous voyez qu'en 1, ici, on a beaucoup plus d'incertitude qu'en 2. Eh bien, tout simplement, si on a plus d'incertitude qu'en 2, en 1, on va risquer beaucoup moins. En 2, on va pouvoir mettre l'intégralité de ce qu'on est prêt à perdre. Si par exemple, vous êtes prêt à risquer 500 euros de vos 10 000 euros, eh bien, vous allez, et que eh bien, entre votre niveau d'entrée et votre stop, il y a par exemple 40% de fluctuation, eh bien, vous allez faire 500 divisé par les 40%, par 40, et vous allez faire fois 100. Ça vous donne 1250 euros à investir sur vos 10 000 euros. Vous avez 10 000 euros, vous investissez 1250 euros sur le niveau 2 le point d'entrée stratégique 2 du Bitcoin. Et là, au pire, eh bien, vous perdez 500 euros si ça se passe mal. Et ça vous permet de faire plusieurs paris comme ça. Et vous pouvez répéter ces paris sur des actions, sur des devises, sur différentes crypto-monnaies et vous exposer donc à plusieurs accidents positifs autour de l'année. Mais l'idée, c'est pas de faire son Joe la gâchette, là, de tirer sur tout ce qui bouge. Il faut vraiment que ces zones et ces prises de position soient extrêmement pointues. Il faut que tout soit chirurgical. Donc voilà, j'espère que ce gros point sur les crypto-monnaies vous aura appris beaucoup de choses. Je suis sûr que oui, même aux traders expérimentés, puisque les traders expérimentés, moi, ce que je leur apprends à faire, c'est directement à trader des tas séances dans une tendance. Donc là, typiquement, là, on a la large base. Là, on a la tas séance, boum, on entre en position. Je leur parle jamais du point 1, parce que le point 1, c'est pas celui-ci qu'on veut trader, c'est toujours systématiquement le point 2. On ne s'amuse pas à rentrer un petit peu au point 1, puis après on met notre gros truc, notre pari au point 2. On s'embête pas avec tout ça. Nous, on a des screeners qui nous détectent tous les points 2 du marché. Hein. Il y a plus de 15 000 actions cotées et liquides. On va trouver grâce à nos screeners les points 2, on met notre pari et voilà, on s'amuse pas à... Mais bon, vu que maintenant je suis le Bitcoin pour vous chaque semaine, eh bien je me prends au jeu, j'ai mis quelques billes sur le point 1. Et est-ce que j'ai revendu mes billes? Eh bien non, tout simplement parce que mon stop n'a pas été touché. Et si mon stop est touché, eh bien croyez-moi, je vais pas avoir des sueurs froides parce que je sais exactement combien à l'avance je suis prêt à perdre sur ce trade. Et ce montant est extrêmement faible comparativement à ce que j'aurais risqué si on était dans un point 2, tout simplement. Donc voilà, tout est dit pour le Bitcoin.
Donc petit aparté dans cette vidéo pour tous ceux qui souhaitent vraiment se professionnaliser dans leur approche de la spéculation, hein, donc des marchés, devenir vraiment des spéculateurs professionnels et pas simplement faire du tout et n'importe quoi et ce qui irrémédiablement finira par un cramage de compte. Je vous recommande tout simplement mon école. Oui, c'est de l'autopromotion, mais si vous prenez le temps d'aller sur cette page, hein, le lien est en dessous de la vidéo, pour découvrir un petit peu ce qui s'y passe, vous allez être choqués. Je veux dire, il y a plus de 200 témoignages d'élèves qui ont fait cette école. L'école elle est notée 9,4 sur 10, c'est pas pour rien. On n'apprend pas à faire n'importe quoi. Il faut développer des compétences. Il faut travailler, il faut de la rigueur, mais voilà, après, quand on maîtrise tout ça, eh bien, ça prend très peu de temps chaque jour. Il faut simplement être là tous les jours pour pouvoir s'exposer aux fameux accidents positifs de richesse en maîtrisant de A à Z une routine, du money management et surtout développer un mindset qui va autour de tout ça. Parce que vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, si vous n'avez pas le mindset, je vous en ai parlé la semaine dernière, vous irez nulle part. Analyse des indices et du sentiment de marché. On commence par le SP500. Donc le SP500 qui est toujours eh bien là en situation d'entrée dans un nouveau bull market. On n'est pas encore dans la zone qui est ici en verte, mais voilà, on peut à tout moment y entrer. Et si le Nasdaq et le SP500 tirent vers le haut, effectivement, eh bien sur l'Europe, on pourra là aussi entrer en situation de bull market. Mais bon, pour le moment, on n'y est pas encore, mais on s'en approche. Donc là, tant qu'on est dans la zone bleue, on est toujours en range. On a une tasse séance qui est en cassure ici, donc c'est un signal qui est assez puissant. À voir si ce signal va effectivement marcher et lancer une nouvelle jambe haussière pour la fin de l'année 2018. L'avenir nous le dira. En tout cas, la situation est plutôt optimiste. Sur le Nasdaq, c'est pareil, hein, on est sur une tasse avec une anse. Donc l'anse est au-dessus de la ligne de pivot de la tasse. C'est pas très académique d'un point de vue purement chartiste, on appelle ça simplement une consolidation en élargissement. Donc là on est sur le haut de l'élargissement, vous voyez hein, cette borne haute là, c'est la zone de résistance. On est en train de dessiner une petite consolidation, une petite micro-base, un petit drapeau ici. Et bien si on casse par le haut, donc là typiquement petite consolidation et cassure, et bien là ce sera le top départ pour un potentiel nouveau bull market, nouveau marché haussier. Donc le Nasdaq vraiment et le SP500 ils sont en bonne posture pour eh bien, lancer cette nouvelle jambe haussière et ce nouveau bull market. Maintenant on va aller voir ce qui se passe du côté du marché européen. Donc le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, lui aussi il est en train de former une petite micro-base ici. Alors je vais réactualiser voilà, le pivot. Donc on verra comment ça va évoluer tout ça. Alors là, voilà, typiquement, si on a ça, si on casse, ça voudrait dire que là on a un premier signal de top départ, mais on reste dans le range. Et si on rentre, si on traverse la zone verte, là on entre en bull market. Ensuite, le CAC, petite et moyenne capitalisation. Là, on est vraiment dans un gros range. Alors, ça va certainement prendre la tournure, eh bien, tout simplement d'un triangle chartiste. On verra ce que l'avenir nous dit. Mais en tout cas, voilà, on est dans le range, on est toujours sur le bas du range. Là, on travaille avec... Vous voyez que là, les cours, ils sont en train de vraiment resserrer leur fluctuation. Et en général, une fois qu'on a la cassure par le haut ou par le bas de cette zone de mini-range là où ça se resserre bien, eh bien on a un mouvement d'amplitude qui est assez significatif. Et ensuite, enfin, l'indice allemand, le DAX, lui aussi il est toujours dans cet énorme triangle chartiste. Hein. Cette consolidation prend la forme d'un triangle chartiste. On est en zone bleue, donc pour le moment, on est en plein milieu hein, du zone bleue, donc on est en zone strictement neutre. Encore une fois, il y a du parcours à faire avant que l'on soit en bull market ou d'ailleurs en bear market, hein, en marché baissier. Pour le moment, on est vraiment on est en plein milieu. Donc on l'a vu, on est toujours dans un marché en range, on continue d'être sur la défensive avec son money management, même si on a là, cette semaine, les screeners, ils ont ressorti pas mal d'opportunités en swing trade daily, il y a eu quelques opportunités en swing hebdo. Quand je dis opportunités, c'est pas forcément des choses que l'on va acheter et saisir, c'est vraiment des actions qui sont en situation de force, de développer une belle tendance derrière. Après, dans toutes ces potentielles opportunités, nous on va vraiment se concentrer sur la crème de la crème.
Mais quand le marché commence à nous proposer des potentielles opportunités en nombre, ça signifie que le marché est en train de se renforcer et que il est en train de s'assainir et que les acheteurs sont en train de revenir. Donc cette semaine, je vais vous en présenter simplement 3 qui, de mon point de vue, vont vous apporter quelque chose pour votre apprentissage de spéculateur. Donc ça reste du swing trading. Là, on va passer sur... Voilà, il va y avoir un hebdo et 2 daily. Donc le premier, alors les 3 sont sur le Nasdaq. Effectivement, le Nasdaq, de toute façon, c'est un petit peu... il fait partie des deux indices leaders du moment avec le SP500. Donc, hop, cette action FNHC, on va la passer en journalier. En journalier, regardez, on a une action qui nous vient d'un marché baissier. On a eu ensuite une large base. Alors, on va analyser vite fait la qualité de cette large base. Ça vaut le détour. Pourquoi? Tout simplement parce que les fluctuations se sont bien resserrées sur la fin de cette large base. Regardez un petit peu les fluctuations là. Elles se sont vraiment bien resserrées. Et là, boum, on a eu la cassure de la large base, très probablement avec une news puisqu'on a eu un petit gap de rupture ici avec des volumes. Et ensuite là, boum, il y a les fonds institutionnels, les gérants de portefeuille qui ont accumulé massivement cette action. Vous voyez, on a vraiment une grosse différence de comportement des volumes entre avant et après. Donc là, ça veut dire qu'on entre potentiellement dans un nouveau marché haussier sur cette action qui est une recovery. Elle revient de très loin. Voilà. Ça, on a une inversion de la tendance. Et là, on a la première pattern, une pattern qui est de bonne qualité. C'est une tasse avec une petite anse. Vous voyez que les fluctuations, d'ailleurs, si on ne prend pas en compte ces deux mèches intraday, si on ne les prend pas en compte ces deux mèches en intraday, les fluctuations se sont bien resserrées de plus en plus. Et là, on a eu la cassure avec une validation. Ensuite, donc, quand on est dans ce genre de situation, donc la première base suite au retournement d'une tendance, ou la première base suite à une extraction de large base, eh bien c'est là où on a le potentiel de réussite le plus important et l'espérance de gain la plus importante. C'est de là où on a un potentiel sur l'accident positif de richesse qui est le plus important. Si vous saisissez 3, 4 ou 5 bases après la large base, vous êtes beaucoup plus haut dans le cycle et du coup votre espérance de gain est potentiellement moins importante que si vous saisissez la première ou la deuxième base. C'est comme ça que fonctionnent les marchés. Ils montent, ils stabilisent, ils montent, ils stabilisent, mais une fois qu'ils arrivent plus ou moins au sommet, eh bien l'argent se retire et va s'investir sur d'autres opportunités, sur d'autres actifs. Ensuite, IAC, donc hop, ça je vous passe ça en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, c'est une action avec un momentum qui est assez intéressant. Vous voyez que l'action, elle commence à probablement accélérer. Il y a une petite pente ascendante. Là, on a une petite consolidation en tasse et anse. C'est pas très propre, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus propre. Simplement, regardez les volumes qu'il y a eu ici. Alors, je pense, j'ai pas été regardé parce que ce trade ne m'intéressait pas plus que ça parce que la pattern n'était pas assez propre. On va y revenir. Mais voilà, on avait certainement eu une annonce de résultat ici puisque les volumes ont été hors du commun avec un gap de rupture au-dessus du pivot. Donc ça, en général, c'est le top départ d'une nouvelle tendance. Donc, prise de position suite à l'annonce de résultat. Une fois qu'on a constaté que les opérateurs ont bien réagi sur l'annonce de résultat et qu'il y a eu des gros volumes qu'on a cassé le pivot, on peut ensuite prendre position si on n'est pas trop éloigné du pivot et commencer à surfer la tendance. Moi, cette action, je l'aime pas trop, tout simplement parce que regardez, le pivot ici, il a été bien travaillé. Et ensuite, c'est comme s'il y avait un nouveau pivot qui s'était mis en place, mais beaucoup plus bas. Du coup, c'est ok, c'est tradable, c'est une opportunité qui est correcte, surtout que le deuxième pivot il était bien travaillé, mais c'est pas académique, c'est pas conventionnel, c'est pas un cas d'école, c'est un peu alambiqué. Vous voyez que là, les fluctuations se sont bien resserrées. Alors certainement là, il y a une petite news qui a affolé tout le monde. Puis là, boum, la publication de résultats qui a fait remonter l'action. Bref, c'est pas ce qu'il y a de plus académique. Vous savez, en me suivant chaque samedi, ce que l'on recherche, c'est des patterns propres, bien académiques. Vu le nombre d'opportunités que l'on a sur le marché quand les marchés sont bien orientés, autant se concentrer sur les plus belles actions. Et enfin, dernière action que je vous présente cette semaine, un petit peu comme la première action que je vous ai présentée. Regardez, alors là, on n'a pas un contexte de recovery, mais on a une large base qui s'est effectuée ici. On a des volumes qui ont commencé à vraiment être plus importants et de manière générale, la moyenne des volumes ici, elle est beaucoup plus importante que avant. Donc là, ça nous montre que les investisseurs s'intéressent à l'action. On a eu donc l'extraction de cette large base. Première grosse tendance,
première consolidation en tasse avec une petite anse, cassure à la hausse avec des gros volumes. Là aussi, moi je préfère me concentrer maintenant dans ce que j'enseigne dans mon école. Ouverture des inscriptions en septembre, hein. Sur du swing trading hebdo, je prends très peu de swing trading daily, même s'il m'arrive encore d'en prendre. Mais voilà, là, si j'étais encore dans une logique avec beaucoup plus de transactions chaque mois, chaque année, ça ferait partie des opportunités que j'aurais probablement mis en portefeuille. Donc voilà, c'est tout pour les 3 opportunités de type pédagogique de cette semaine. Ce n'est pas du conseil boursier, je vous le rappelle. Le but de cette deuxième partie de la vidéo, c'est vraiment de vous améliorer. J'essaie de vous transférer les meilleures compétences techniques pour que ça vienne en plus de votre bagage technique déjà actuel. Je sais qu'il y a des traders qui sont déjà très avancés, d'autres qui sont totalement novices et qui regardent cette vidéo. Donc tout le monde y trouve son compte. Les traders avancés, ils trouvent des opportunités qui peuvent plus ou moins matcher avec eux ce qu'ils ont trouvé pendant la semaine. Et les traders totalement novices peuvent aussi trouver leur compte en apprenant comment analyser un graphe et comment analyser la psychologie et les cas où on peut avoir une irrationalité hors du commun à la hausse et comment trouver ces cas parmi plus de 10 000 ou 15 000 actions. Allez, on va se quitter là-dessus. Mon école en ligne va ouvrir au mois de septembre. Ça arrive qu'une fois par an, hein. Pendant 7 jours, il y a les ouvertures qui se font. Toutes les inscriptions se font sur ces 7 jours, hein. Vous allez recevoir début septembre 4 vidéos qui vont vous présenter un petit peu l'univers de la bourse, de la spéculation, ce qui se passe sur les marchés financiers, comment vivre des gros transferts de richesses, toutes les arnaques qui existent, etc. Quoi qu'il en soit, voilà, il faut juste que vous reteniez que début septembre, vraiment, il va falloir être très attentif si vous voulez rejoindre la communauté privée, là où il se passe tout ce que vous ne voyez pas dans les vidéos du samedi en public, c'est-à-dire 99% des choses, hein. Ça se passe dans l'école. Donc voilà, c'est simplement, si vous voulez en savoir un petit peu plus en attendant le début du mois de septembre, cliquez sur le lien en descriptif de cette vidéo pour en savoir plus. Et vous pouvez aussi m'envoyer un email. Mon email est sur le blog. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés. À très vite.